Swissport a une commission marché qui se réunit tous les mardis, qui réunit 4 naisseurs, 4 engraisseurs et 7 marchands. Ces personnes se mettent d'accord sur les tendances du marché, mais le prix du porc est décidé le jeudi dans une séance qui regroupe les grands abattoirs, les principaux abattoirs et les représentants des marchands. Les producteurs en tant que tels ne participent pas directement à la fixation des prix du porc gras. Alors, on a un système qui fonctionne. Après, c'est clair que comme pour tous les produits agricoles, on a une situation où une multitude de vendeurs sont confrontés à finalement très peu d'acheteurs. On a 3 abattoirs qui font les 3/4 des abattages sur le marché. Donc, surtout les 2 grands, Migros et Coop. Donc, c'est clair qu'on n'est pas en position de force sur le marché. Après, le système, comme il fonctionne actuellement, je pense qu'il n'est pas trop mauvais dans le sens où les producteurs sont représentés par les marchands, donc ils ont aussi l'intérêt à ce que le marché fonctionne. Et puis, les décisions qui sont prises dans le cadre de ces discussions sont respectées normalement par l'ensemble des acteurs du marché. Après, c'est sûr qu'au niveau de la demande réelle de viande de porc, on n'a pas vraiment de chiffres là-dessus, on doit faire confiance à nos partenaires des abattoirs, mais les chiffres, on peut suivre l'évolution des chiffres et puis on se rend bien compte que normalement les tendances qui sont données correspondent à la réalité du marché. Donc on n'est pas dans une situation idéale où on est sur pied d'égalité pour discuter avec eux, avec les abattoirs. Certains disent qu'on n'est pas obligé de livrer la marchandise, enfin de livrer les porcs quand on les annonce. Si on prend le risque de les garder une semaine de plus pour faire pression, on prend aussi le risque d'avoir des porcs trop lourds et qui sont déclassés par la suite. Donc on n'a pas vraiment de moyen de pression à ce niveau-là, mais je pense que globalement le système fonctionne correctement. Exactement. La seule chose qu'on peut faire, c'est jouer sur l'offre. Donc c'est soit retarder les livraisons, soit diminuer la production. Mais le temps qu'on prenne la décision de diminuer la production, ça s'influence déjà au niveau des mises en gestation des truies. Donc c'est des mesures qui apportent leurs effets 9 mois plus tard. Donc c'est trop tard pour agir directement sur le marché. C'est des moyens à moyen terme. Mais c'est clair que la seule possibilité qu'on a de maintenir des prix et puis de maintenir nos acheteurs sous pression, si on veut bien, c'est de limiter la production et même à être un peu en dessous de la demande pour favoriser des prix corrects. Alors, le marché du porc, c'est un marché qui est très cyclique. Le célèbre marché du porc où les prix s'écroulent, la production baisse, la demande, les prix augmentent puisque la consommation baisse et puis la production repart à la hausse. C'est quelque chose qui est connu. On a été confronté à une grosse surproduction en 2022. Actuellement, on est dans une phase où on est à peu près à 93-94% de taux d'auto-approvisionnement pour la Suisse. On est encore un peu haut à mon avis pour vraiment pour bénéficier de ce manque de marchandises chez nos partenaires. Mais il ne faut en tout cas pas augmenter cet auto-approvisionnement. Alors l'exemple typique du marché du porc, donc si on part dans une situation où le marché est sain, les prix pour la viande de porc, les prix du porc sont bons, ça motive les producteurs à engraisser des porcs, donc on achète des petits, le prix des petits augmente. Du coup, les naisseurs, ils sont motivés à produire plus de petits. On insémine, détruit, et puis 3 mois et demi plus tard, les petits arrivent dans les porcheries d'engraissement. 6 mois après, les petits sont là. Ces porcs-là arrivent sur le marché, et du coup, on en a plus que la fois d'avant. L'offre augmente, la demande, on sait qu'elle est même plutôt baissante ces temps. Donc, les prix baissent. Les engraisseurs gagnent moins d'argent, sont moins motivés à acheter des petits, on a trop de petits derrière, les prix du petit s'écroulent. Et puis finalement c'est toute la branche qui est pénalisée. Et puis du moment que les prix des petits s'écroulent, on a moins d'insémination, on produit moins de petits. Et puis quelques mois plus tard, donc on a moins de gras sur le marché aussi, ce qui rééquilibre l'offre et la demande, et puis les prix repartent à la hausse, puis on a fait un cycle complet. Donc ça, c'est quelque chose qui a bien marché pendant, je dirais, entre 30 et 40 ans. Je n'ai pas les dates exactes, mais ça fait 30 à 40 ans que ça fonctionne comme ça. Mais on avait des acteurs du marché, notamment les abattoirs, qui n'hésitaient pas à tirer les prix en bas
quand il y avait vraiment surproduction. Et puis ce qu'on s'est rendu compte en 2022, c'est que maintenant il y a des décisions, je dirais, d'ordre politique dans la grande distribution où ils ont dit que non, on ne laisserait plus descendre les prix, je dis n'importe quoi, mais à 2 francs ou 2 francs 20 pour casser cette surproduction. De leur côté, c'est pour éviter les dégâts d'image, notamment sur les réseaux sociaux. On sait que tout va très vite maintenant, donc quand un producteur dit qu'il a vendu ses porcs à 2 francs 20 et puis que le prix de la côtelette il est toujours le même que 6 mois auparavant, les consommateurs se posent des questions. En termes d'image pour la grande distribution, c'est un problème, donc ils ont décidé, eux, de leur côté, de plus atteindre ces extrêmes de prix. Donc finalement, l'offre de viande de porc, elle sera plus régulée de manière naturelle par la loi de l'offre et de la demande, et puis on risque de se retrouver avec des capacités de production qui sont toujours excédentaires. Alors pour ce qui est du prix du porc, c'est les conditions du marché suisse qui font foi. On est à 90-95% d'auto-approvisionnement. Les importations sont très limitées. Il y en a eu dernièrement, mais tout de suite ça a fait les gros titres. Beaucoup de gens se sont offusqués qu'on ose importer de la viande de porc, mais finalement on a besoin de ces importations, puisque le jour où on a trop de production, on coupe les importations et puis on arrive à écouler la production suisse. Et puis quand on manque un petit peu, le marché est demandeur et puis les prix sont de toute façon meilleurs. C'est l'objectif d'atteindre un 100% d'auto-approvisionnement. C'est à mon avis une idée ancienne où on voulait absolument nourrir le pays avec des produits du pays. Je ne dis pas qu'il ne faut pas nourrir la population suisse avec ce qu'on produit ici, je dis juste qu'une certaine part d'importation, elle permet de maintenir des prix à un niveau correct. Et finalement, que je produise 1000 porcs ou 1050, autant en avoir 50 de moins et puis qu'ils soient correctement rémunérés plutôt que d'en mettre 50 de plus et que personne ne gagne sa vie. C'est le problème de toutes les productions agricoles où finalement on est 3500 producteurs de porc en Suisse et en face on a 2 principaux acheteurs, 3 si on compte Ernst Sutter, mais c'est ces 3 personnes-là qui font le jeu, qui font le marché. Et puis c'est clair qu'on n'a pas beaucoup de poids face à eux. Comme j'ai dit, la chance qu'on a, c'est que j'ai l'impression que on a des données statistiques sur les porcs qui sont écoulés et puis on peut contrôler, entre guillemets, si ce qu'on nous raconte dans ces séances de marché c'est vrai ou pas, si vraiment il y a une surproduction ou pas. On a les nombres d'abattages par semaine, la consommation suisse, elle est légèrement à la baisse, mais globalement on la connaît aussi. Et puis on sait à peu près où on se trouve. Donc c'est pas transparent, mais je dirais que les chiffres qu'on a, les statistiques qu'on a font que nos partenaires sont quand même un peu tenus d'être corrects sur cette fixation des prix du porc. Alors jusqu'à l'année passée, le prix des porcelettes est fixé dans le cadre d'une bourse qui regroupait des naisseurs, des engraisseurs et des marchands. Depuis l'année passée, on a mis en place avec Swissport un système d'indices qui finalement permet d'éviter les manques d'objectivité des discussions qu'on avait avant. On a des index qui traitent où on tient compte du nombre de porcs mis à l'étable d'engraissement. On sait le volume des porcs nécessaires par semaine qui tourne à peu près à 45 000 dans ce qu'on aimerait atteindre. On a une idée aussi, on tient aussi compte des prix des porcs dans 3 mois, donc ce qui correspond dans les 15 semaines qui suivent les mises à l'engraissement. Et puis là-dedans, on tient aussi compte d'une répartition de la marge du porc. Le volume de production il est déterminé par les naisseurs, mais finalement c'est le porc gras qui ramène la valeur ajoutée dans la production. Et puis là, on a réussi à se mettre d'accord, à arriver à un consensus au sein de la commission marché Swissport et puis de nos instances pour fixer cette répartition à 40% actuellement, qui est discutable. Si les frais des naisseurs augmentent, on pourrait imaginer de la monter à 41 ou 42%, ou à l'inverse, la baisser à 38 ou 39%. Mais comme ça, on répartit la valeur finale du porc, finalement, elle est répartie à 40% pour le naisseur et 60% pour l'engraisseur. C'est assez compliqué comme système, mais finalement, on a quelque chose qui est objectif, qui est là. C'est des chiffres qui sont indiscutables. Je dirais
que ça pêche peut-être encore un peu par excès de jeunesse. On a besoin d'affiner encore un peu la matrice mathématique qui est là derrière. Au printemps, on a connu quelques sauts qui n'étaient pas forcément agréables ou souhaitables, mais le système évolue toujours et puis on va arriver à quelque chose. On a déjà quelque chose qui fonctionne bien, mais on aura quelque chose qui sera encore peut-être plus fiable à l'avenir. C'est vrai que le prix du petit, c'est toujours un problème au sein de la filière. On a une filière qui est très partagée. On a des gens qui sont spécialisés dans l'élevage, ce qu'on appelle les naisseurs, et puis les engraisseurs. Et c'est clair que le gros du travail se fait. Enfin, la partie élevage est beaucoup plus intensive en travail, demande beaucoup plus d'investissement que l'engraissement. Et puis il y a cette répartition finalement du revenu du secteur qu'il faut partager entre les deux. Ce qu'il faut se rendre compte, c'est que les engraisseurs, il faut qu'on fasse de temps en temps un effort pour les naisseurs, parce que sans les naisseurs, on n'a pas de petits, donc pas de porcs pour mettre dans les porcheries d'engraissement. Et inversement, si les naisseurs produisent trop de petits et que le marché s'effondre derrière, l'engraisseur n'aura pas de revenus et puis finalement le naisseur ne pourra pas placer ses petits. Donc on est tenu de collaborer, même si c'est clair qu'on est, je dirais, pas adversaire, mais on a des objectifs divergents quant au prix du petit. Pour un naisseur, le prix du petit c'est son revenu, et puis pour un engraisseur c'est une de ses charges principales. Donc c'est une pierre d'achoppement, mais finalement le marché il est fait par les deux, puis il faut qu'on arrive à s'entendre pour fixer un prix qui soit rémunérateur pour tout le monde. C'est de là qu'est fixée aussi cette part de 40% dont on tient compte dans le prix du petit, où finalement c'est vrai que le naisseur il faut qu'il ait, même si les petits, il les a pas longtemps, tout le travail avec les truies, la remonte et les inséminations, ça demande aussi une rémunération correcte, quoi. Alors cette différence, elle vient, je pense, du fait que le marché du porc, il est libre. N'importe qui peut acheter 3 cochons demain et se lancer dans l'engraissement, il n'y a pas de limitation à ce niveau-là. Par contre, la production sous label, elle est liée à des contrats et les volumes de production sont discutés entre les propriétaires des labels et la grande distribution. Pour entrer dans ce programme de label, il faut qu'il y ait une demande qui ne soit pas déjà couverte par d'autres producteurs. Et puis ce qui se passe, c'est que au moment de mettre aux normes les porcheries, souvent, du moment qu'on investit, on investit pour avoir les normes maximales en termes de bien-être des animaux, même si la demande elle est pas vraiment là. Donc maintenant on a des porcheries qui se construisent selon les normes SST, SST, en espérant pouvoir avoir le label un jour peut-être, mais dans l'attente, les porcs remplissent déjà les conditions d'élevage, remplissent déjà ces critères, mais ne sont pas là. Et puis on a un autre phénomène aussi, on a des producteurs qui sont soucieux du bien-être animal, mais qui refusent les contraintes et les contrôles qui sont liés à ces labels. Donc ils investissent dans des installations de confort, je dirais, sans forcément attendre de revenus supplémentaires au niveau de la production, mais je vais juste investir dans le bien-être animal. Alors c'est vrai que les consommateurs, surtout en période de votation, sont très sensibles à ces arguments de bien-être animal, mais on remarque quand même que finalement dans les fêtes, la part de viande labellisée qu'on pourrait produire ou qu'on produit, elle est nettement supérieure à la demande. Donc quelque part, on se rend compte que le consommateur finalement, quand il est devant les rayons et qu'il a le choix entre une saucisse, une côtelette labellisée et une côtelette à bas prix, que ce soit prix garanti ou super prix ou appelez-la comme vous voudrez, finalement, très souvent, il opte plutôt pour le produit le moins cher, même si quand il vote ou qu'on discute avec lui dans la rue, il met le bien-être animal en avant. Donc, quelque part, le travail de bien-être animal, au niveau de la production, on en a conscience, on fait l'effort, on est là, on l'a fait. Maintenant, je dirais, la balle est du côté des consommateurs pour augmenter cette part de viande labellisée consommée. Alors les masques de paiement appliqués par les abattoirs, ils sont décidés par les abattoirs eux-mêmes.
La chance, entre guillemets, des producteurs, c'est que ces contrôles d'abattage sont réalisés par du personnel de Proviande, donc qui est neutre. C'est pas le personnel des abattoirs qui fait ces contrôles, ces taxations. Donc on a une certaine neutralité des taxateurs à ce niveau-là. Le problème que moi je relève à ce niveau-là, c'est qu'on a des masques qui sont... les déductions se font en francs, en centimes, pardon. Et puis, suivant, qui ne tiennent pas compte du prix du porc actuel. Et j'ai eu le cas d'un collègue qui m'a présenté un décompte d'abattage pendant la crise en 2022 où un porc est parti avec plus de déductions que le prix de base. Donc, le collègue a livré la viande, il a livré le porc aux abattoirs, il a encore dû rajouter de l'argent finalement sur cette viande pour que les abattoirs le prennent. Alors, à mon avis, c'est pas normal qu'on se retrouve avec des déductions qui puissent être supérieures au prix du porc. C'est pas normal qu'on livre dans ce cas-là 130 kg de carcasse et puis qu'en plus on doit rajouter 10 francs pour que la viande soit prise par l'acheteur. Alors, le seul levier qu'on a, c'est de maîtriser notre production. Actuellement, on a une situation qui est bonne. Fin 2002, début 2023, on était dans une situation clairement catastrophique où on s'est retrouvé à exporter de la viande. On a eu des semaines à plus de 100% de taux d'auto-approvisionnement. Donc la seule chose qu'on puisse faire, c'est de maîtriser la production. Et puis pour ça, c'est dur à dire. C'est peut-être pas mon rôle de président de Swissport, de Suisse romande de le dire, mais on a une surcapacité au niveau de la production porcine. Et puis il n'y a pas le choix, il faudra réduire la voilure. Soit en limitant les mises en porcherie, soit ma foi, il faudra que certains collègues se remettent en question et puis n'hésitent pas à arrêter, je dirais, pour le bien de la filière. J'ai pas envie de décourager les jeunes qui se lancent. Je pense que c'est plutôt un appel aux personnes qui seraient proches de la retraite, qui auraient besoin d'investir, qui se posent des questions. Maintenant, le marché va bien. On a besoin de ces gens-là gagnent de l'argent, mais le jour où on sera nous en difficulté, il ne faudra pas se poser de questions. Et puis dans le bien de la filière, je pense que ce sera important qu'on se pose la question de savoir si on va vraiment continuer de produire autant qu'on le fait maintenant. On a une consommation de viande de porc qui est en baisse chaque année. On perd quelques pourcents. C'est pas des gros montants, mais si on associe à ça en plus les progrès d'élevage et de production, on se retrouve avec un décalage de l'ordre de 3 à 4% d'augmentation de la production par rapport à la demande chaque année. Et finalement, la seule solution qu'on a, c'est qu'il faut limiter cette capacité de production. Alors, les règlements étatiques ont déjà eu leur incidence là-dessus. Si on pense aux derniers grands changements, les abandons des caillebotiers intégraux et ces choses-là ont déjà, entre guillemets, poussé quelques producteurs à arrêter. Je pense que maintenant, au niveau du bien-être animal, au niveau des normes, on est déjà bien avancé puisqu'on va plus loin que ce que finalement le marché ou les consommateurs veulent. Maintenant, je pense que c'est vraiment à la branche de se prendre en main et puis de dire qu'est-ce qu'on veut. On a un problème aussi de durabilité, de concentration de la production dans certaines régions, à mon avis, qui est pas forcément bon. C'est lié à des politiques cantonales ou régionales qui ont favorisé certaines productions ou des habitudes. Mais je pense que des régions comme la Suisse romande, ce serait dommage d'arrêter la production. On n'en a pas assez. On a besoin de ces porcs pour nourrir notre population. On est producteur de céréales. Là, les aliments pour ces porcs sont ici. Et puis finalement, on a aussi besoin des engrais de ferme produits par ces porcs pour les cultures de la région. Donc le phénomène de concentration qu'on a dans certaines régions du pays, il n'est pas durable non plus. Donc je pense qu'il y a... C'est mon avis, certaines régions où l'effort devrait être peut-être plus intense que dans d'autres pour adapter cette production aux besoins du marché. Alors je pense principalement Suisse orientale et Suisse centrale. Les choses sont en train de changer gentiment de ce côté-là aussi, mais je dirais qu'au niveau de la production porcine, on a un gros Röstigraben entre la Suisse romande, le Mittelland et Suisse centrale, Suisse orientale. Et puis je pense qu'il faudra qu'on réussisse quand même à se mettre d'accord une fois entre nous pour équilibrer cette production au niveau national. En Suisse romande, on a des grandes exploitations qui sont diversifiées. On a peut-être peu d'exploitations vraiment spécialisées dans la production porcine.
Et puis plus on se dirige vers l'est, plus on a des exploitations qui pratiquent, je dirais, de la production hors sol, où ils sont spécialisés dans le porc, ils font du porc, ils ont quelques hectares à côté, mais des gros cheptels de porc. Et puis c'est des gens qui sont très libéraux dans leur manière de penser, c'est des entrepreneurs. Je dirais qu'on s'éloigne un peu du modèle agricole familial qui est prôné par nos instances politiques. Et puis ces gens-là, finalement, leur intérêt, c'est le marché. Donc eux, c'est produire avec la meilleure marge possible. Et puis c'est une mentalité qu'on n'a pas vraiment en Suisse romande, où la production porcine, elle est souvent c'est un deuxième, voire une troisième branche de production sur l'exploitation. Et puis elle n'a pas la même importance qu'en Suisse allemande. Je pense que cette divergence vient de là. Et puis l'automne passé, nous avons fait avec Swissport des séances où on a demandé à nos membres quels moyens ils voyaient pour qu'on puisse mettre en place pour essayer de réguler cette production porcine. Et on avait des critères qui ont évolué de manière contradictoire. Si on s'est passé d'un extrême du pays à l'autre, on voyait clairement que les critères qui étaient majoritaires en Suisse romande étaient les minoritaires en Suisse orientale et inversement. Donc on aura du mal de trouver un terrain d'entente entre les deux, mais on n'aura pas le choix. De toute façon, on est tous dans le même bateau, et puis des concessions devront être faites des deux côtés, quoi. Ce qui pourrait relancer là-dedans, malheureusement, c'est une nouvelle crise du prix du porc. C'est malheureux à dire, mais j'ai l'impression que la crise de 2022, elle a vite été oubliée. Là maintenant, tout le monde dit touchez rien, ça va bien. Et on nous refuse presque le droit de mettre sur pied, ou au moins de réfléchir à des solutions pour la prochaine vague, pour la prochaine crise de production porcine. On sait qu'elle viendra, le cycle du porc, il est là. Les abattoirs ont aussi laissé entendre qu'ils allaient pratiquer le prix plancher par la suite, donc les prix vont plus s'effondrer trop bas, ceci principalement pour limiter les dégâts d'image du côté de la grande distribution. Donc s'il n'y a plus ces effondrements de prix qui poussent certains à arrêter, j'ai un peu peur que finalement cette régulation de l'offre et de la demande, je dirais naturelle du marché libre, elle ne se fasse plus, et puis que finalement on entre dans une période de crise continue où on n'aura pas d'autre choix que de prendre des mesures strictes. Mais là maintenant, c'est vrai qu'avec le niveau de prix actuel et puis les mesures qui ont été prises à l'époque, ça paraît loin derrière, le marché va bien, et puis le réflexe à beaucoup de place, c'est de dire surtout toucher rien, laisser faire comme ça va, et puis on a l'habitude des crises, des hauts et des bas, on fera le dos rond la prochaine fois, la vague veut passer et puis on se relèvera, mais j'ai un peu peur que la prochaine vague, si les prix ne descendent pas à un niveau suffisamment bas pour entre guillemets, forcer les plus faibles à arrêter, la vague elle passera pas, et puis on sera nombreux à boire la tasse. Alors elle est souhaitable. Après, par quels moyens, c'est très compliqué, parce que comme je l'expliquais avant, on a des intérêts ou des points de vue qui sont très différents d'un côté du pays à l'autre. Et puis, à mon sens, à terme, si on n'arrive pas à une production contractualisée, au moins pour une partie de la production, je ne dis pas que l'ensemble de la production doit être contractualisé, mais que le producteur qui veut assurer l'écoulement de 60 ou 70% de sa production à un prix défini, il puisse le faire, et puis qu'à la limite, celui qui ne veut pas de ce système-là, et puis qui veut laisser marcher l'offre et la demande, puisse lui agir sur la part de marché libre, je dirais, qui est à côté, et puis où finalement chacun fera ce qu'il veut. Mais j'aimerais qu'on puisse arriver à cette contractualisation, et qui permette aussi aux producteurs finalement de garantir une partie de son revenu, et puis après, celui qui veut jouer plus, libre à lui de le faire ou pas. Alors la vente directe en circuit court, c'est quelque chose qui est déjà développé, surtout à proximité des grands bassins de population, je dirais à proximité des grandes villes, c'est quelque chose qui fonctionne bien.
Dans les petits villages, c'est tout de suite beaucoup plus compliqué d'écouler des porcs. Une pourchaille d'engraissement standard, c'est 300 à 500 places d'engraissement par année, donc on est tout de suite dans des valeurs qui tournent entre 900 et 1500 porcs à écouler par année. Donc écouler l'entièreté d'une production en vente directe, ça me paraît très compliqué à grande échelle. Par contre, les collaborations avec les boucheries régionales, c'est quelque chose qui se fait déjà beaucoup. Il y a énormément de petits bouchers qui s'approvisionnent directement chez les producteurs. Et puis finalement, cette vente directe, de mon point de vue, elle vient aussi parfois concurrencer justement nos partenaires, les bouchers. Et puis je pense que chacun doit garder son métier. Et puis je me vois mal soutenir un boucher qui désirerait se lancer dans la production porcine à son nom. Donc finalement, on doit être partenaire de ces gens-là et puis travailler avec eux de nouveau. Faire entre guillemets concurrence ou sur du petit volume, ça peut passer. Mais je pense qu'à part quelques exceptions de l'écoulement de viande, de porc en grande quantité, en vente directe, ça reste très très marginal.